entre mars et septembre, il y a eu 2 fois moins de faillites que ce qui est censé avoir sur cette période-là. Donc ça veut dire qu'il y a le double de faillites qui devrait avoir lieu. L'État a mis en place des mesures, et d'ailleurs tous les pays du monde en ont mis en place, évidemment, parce qu'il fallait éviter que l'arrêt soudain des commerces pendant 2 mois n'entraîne des faillites en chaîne qui fassent que le chômage explose, que les revenus s'effondrent, et que du coup on ait une récession longue. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français? Il a mis en place essentiellement 2 mesures, le chômage partiel et puis des prêts garantis par l'État accordés aux entreprises. Évidemment, le danger, c'était que des entreprises qui serait rentable dans une année normale s'effondre, et que derrière tout cela, on ait une disparition de ce qu'on appelle le capital productif, c'est-à-dire de gens qui travaillent, qui sont compétents dans leur travail, d'entreprises qui pourraient être rentables en temps normal et qui s'effondrent, parce qu'une fois qu'une entreprise a fait faillite, en fait, ça devient bien plus coûteux de reconstruire, et on arrive à des effets durables. Le problème, c'est les effets à terme dans un cadre qui est maintenant différent de celui du printemps, où en réalité l'arrêt économique se prolonge. Mettons une entreprise qui aurait dû faire faillite en temps normal, se retrouve finalement à pouvoir éviter la faillite parce qu'elle a toujours de la trésorerie devant elle. Parce que tant qu'on a la trésorerie, on n'est pas en faillite, on peut toujours payer ses fournisseurs. Qui en même temps ne paye plus ses salariés parce qu'ils sont au chômage partiel. Et en fait, elle peut comme ça prolonger sa vie, sa survie. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies, des entreprises qui en fait n'ont plus vraiment d'activité, mais qui ont une existence légale. Et tant qu'elle reste en vie, elle peut à la fois, ses salariés continuent de toucher le chômage partiel. Alors, je rappelle, le chômage partiel il est payé par les entreprises, mais en fait, les entreprises sont remboursées par l'État. Donc, en fait, avec très peu de trésorerie, on peut durer comme ça longtemps. On va se retrouver à la fin de l'arrêt des mesures d'aide, au moment où on va arrêter les mesures d'aide, et il faudra bien forcément les arrêter à un moment ou à un autre. On risque de se retrouver avec, en fait, des dizaines de milliers d'entreprises, des petites TPE, par exemple, qui vont devoir faire faillite, et donc le coût réel de la crise n'est pas perceptible aujourd'hui. Par contre, il va arriver. Si on a un rythme régulier de faillite, globalement, l'économie fonctionne correctement, il y a des pertes, chacun assume ses pertes, les banques assument leurs pertes, les bailleurs assument leurs pertes, les fournisseurs assument leurs pertes, etc. etc. Le problème, c'est quand tout d'un coup, on a une espèce de mur de faillite qui arrive. Alors là, il va se poser 2 problèmes. Le premier problème, c'est comment on organise tout ça. Parce que concrètement, il va bien falloir qu'on liquide, et la liquidation, ça prend un peu de temps. Or, il faudra des moyens humains, des gens qui soient derrière les entreprises, qui voient ce qu'on peut récupérer. Et puis, plus la procédure sera longue, plus il y aura d'entreprises qui vont faire faillite, et plus la procédure va s'allonger à cause de ces moyens humains qui vont être limités. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on va être dans une période d'incertitude, le temps de régler toutes ces faillites, qui va menacer en fait l'équilibre financier des banques et de grandes entreprises, et qui va complètement, qui va sans doute pas rester dans le secteur des TPE commerciales qui sont aujourd'hui touchées. En fait, la différence avec la crise 2008, c'est qu'en 2008, on avait une crise financière qui était localisée sur un secteur très particulier, qui était l'immobilier américain, et qui s'est propagée du fait de l'interdépendance des marchés financiers entre eux, c'est-à-dire que les ménages américains ont arrêté de payer leur prix immobilier, ils sont en faillite, donc là aussi on a une question de faillite, et puis ça fait des pertes, elles arrivent aux banques, les banques transmettent les pertes aux sociétés d'investissement internationales qui, du coup, propage les pertes dans le monde entier. Mais là, en fait, on n'a pas du tout le même système. C'est-à-dire qu'on a une crise de l'économie réelle au départ, une énorme crise de l'économie réelle, puisqu'on parle ici de 10% de chute du PIB, ça sera sans doute supérieur à cela en France, donc c'est quelque chose qui est du jamais vu. Et derrière cette chute du PIB, on va avoir des faillites. Mais les faillites, elles n'arrivent pas en amont, comme dans la crise de 2008, elles arrivent en aval, c'est-à-dire après. Et toute l'inquiétude, toute la question qu'on se pose, c'est que vont entraîner ces faillites au niveau financier? Est-ce que le système financier est suffisamment solide pour absorber tout ça ou non? Et clairement, j'en doute. Mais là, on se retrouve devant une crise qui non seulement
et très profonde, mais qui touche tous les pays en même temps, ou quasiment. Sans doute qu'il va falloir faire comme ce qu'on a fait en 2008, hein, c'est-à-dire prendre des mesures nouvelles. Il ne faut pas croire que tout va s'effondrer, qu'on va assister tétanisé à la catastrophe économique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un problème, que ce problème il est anticipable, et que l'État va devoir, enfin les États vont devoir s'organiser pour répondre à ce problème, de la même façon qu'ils ont dû s'organiser pour répondre aux problèmes sanitaires.